bonjour à tous et puis un grand merci. Alors, je ne suis pas le Père Noël, hein, je tiens à le préciser. Euh, et par contre, en effet, il y a encore un gros travail à faire sur les questions d'indépendance, d'autonomie stratégique européenne, notamment dans le thème de l'énergie. Je vous rappelle effectivement qu'on dépendait avant la crise à 64% des exportations, des importations d'énergie dans notre pays, dans notre Union européenne, et qu'évidemment, il fallait agir. Alors, il y a pour l'avenir plusieurs points clés que je pourrais souligner rapidement. Tout d'abord, continuer à ce que la France soit influente à Bruxelles. On doit poursuivre notre action pour ne rien laisser au hasard. Si les renouvelables étaient l'unique voie de solution jusqu'à maintenant pour arriver au Green Deal, c'est aussi parce qu'on a laissé faire et qu'on s'est rendu compte. Alors moi, au Parlement européen à partir de 2019, à partir de 2017 pour le gouvernement, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout au niveau européen. Il fallait reprendre et ça n'a pas été facile. Alors donc il faut qu'on soit encore plus investi au niveau européen. On doit doubler notre production d'électricité. On doit évidemment prendre en compte les questions des réseaux qui ont été évoquées, mais sur lesquels on travaille aussi. Et pour l'avenir, il faut clairement que la neutralité technologique que vous avez évoquée soit à l'ordre du jour, que les renouvelables aient le même traitement que le nucléaire. C'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux ensemble. L'important, par exemple, en France, sur l'électricité, c'est pas qu'il y ait 20% de renouvelables, 70% de nucléaire et 10% de fossiles. Et que demain, on baisse le nucléaire à 65 pour faire 25% de renouvelables. On n'aura rien décarboné. Le but, c'est d'attaquer les 10% restants. Donc, il faut pour cela que les textes réglementaires européens soient justes. J'ai entendu quelques allusions à la banque de l'hydrogène. Alors, le péché d'origine de la banque de l'hydrogène, c'était que c'était juste pour favoriser l'importation d'hydrogène renouvelable en Europe. Bon, c'est pas vraiment la bonne idée. Après, maintenant, c'est les mêmes subventions que l'IRA sur le kilo d'hydrogène produit. C'est très bien, mais pour l'instant, c'est que l'hydrogène renouvelable. Donc, pour l'avenir, un des sujets sur lesquels il faut travailler au niveau européen, c'est effectivement que l'hydrogène d'origine renouvelable ou d'origine bas carbone, comme celle d'origine nucléaire, soit vraiment traité sur un pied d'égalité. Le deuxième gros dossier sur lequel on doit agir, c'est acheter européen. Pour nos industries propres, pour nos technologies propres européennes, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le Net Zero Industry Act, que j'ai été rapporteur pour le Parlement. Il faut clairement que dans les marchés publics, on montre l'exemple en jouant un critère de résilience et en choisissant l'Europe à un certain moment plutôt que des propositions qui viennent de l'autre bout du monde. Alors, on a réussi sur le dossier à mettre 30% de préférences européennes sur les futurs marchés publics qui seront lancés. 30%, malheureusement, on n'a pas la trajectoire qui nous mènera aux 100% en 2035 ou en 2040, comme je le souhaitais. Et donc, le prochain mandat, ça devra être là-dessus qu'il faudra agir pour qu'on ait une trajectoire pour que l'ensemble de nos appels d'offres européens soient soumis vraiment à cette préférence européenne. Et puis, enfin, ou juste avant la fin, vous dire rapidement que on a mis en place avec Thierry Breton, notre commissaire européen en charge du marché intérieur, un grand projet qui va être complémentaire du Green Deal, mais qui va s'appeler l'Industrial Deal. Le pacte employé directement l'industrie de cette façon-là au niveau européen. Ça a commencé là, pendant ces 5 années d'épreuve, avec le Covid, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie. On veut mettre en place un industrial deal qui, alors pas à la place, mais à côté du Green Deal, qui lui va poursuivre jusqu'en 2050. Mais ça pourrait être l'une des priorités de cette nouvelle mandature, où on traitera évidemment toute la chaîne de valeur de production, mais on traitera également tout l'écosystème industriel. C'est-à-dire que les questions que vous avez sur les compétences notamment, eh bien, c'est déjà quelque chose qui est intégré avec les possibilités d'avoir des académies, d'avoir des solutions de formation des personnels pour que les gens aient aussi envie de revenir vers l'industrie. Et quand on parle de l'ensemble de l'écosystème, évidemment, dans la production énergétique, ça veut dire aussi les réseaux. Et je sais l'importance des réseaux. Nous, en France, on est un peu gâtés, mais quand on regarde l'état des réseaux en Allemagne, il y a de quoi pleurer. Ils sont obligés de couper des fermes éoliennes dans la Baltique parce qu'ils n'ont pas le réseau pour prendre toute leur susciter un grand coup de vent. Ils n'ont pas la capacité d'intégrer toute leur électricité. Et que dans le même temps, en Bavière, ils démarrent des moyens gaziers pour chauffer ou éclairer les gens. Il y a quand même un gros problème. Et le dernier point peut-être, pour ne pas être trop long, je ne pense pas que l'Europe soit arrogante. Je pense au contraire qu'elle est complexée.
et qu'il faut arrêter les complexes. L'Europe, c'est le premier marché au monde. Les gens, ils vont pas répondre à ce qu'on leur demande, notamment sur le greening, pour nos beaux yeux. Ils le demandent parce qu'ils veulent commercer avec nous et que nous sommes le premier marché économique au monde. La croissance américaine, elle s'explique parce qu'ils commercent avec l'Europe. Les Chinois, c'est la même chose. Donc, si on peut fixer des standards européens qui soient écoutés, les entreprises du bout du monde, elles ne vont pas faire deux standards, un pour l'Europe et un pour le reste du monde. Ils vont se mettre au standard européen parce que la priorité, c'est notre marché. Donc, je pense qu'il faut aussi s'appuyer là-dessus pour essayer de bien pousser les uns et les autres à respecter des règles de compétition équitables. Et puis, nous, de notre côté, poursuivre effectivement tout ce qu'il faut faire pour que notre industrie européenne, notamment sur les technologies propres pour l'énergie, puisse se développer. Merci beaucoup, Christophe Grudler. Surtout, restez avec nous parce qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Et moi, j'ai forcément quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions là, là, monsieur, on va vous donner et là, deux, et après là. Après, si vous pouvez vous présenter comme d'habitude. Oui, bonjour, David Kahn, Union France-Allemagne. Sur la stratégie industrielle en Europe, est-ce qu'il serait... On voit la volonté de, par exemple, remettre à l'honneur les batteries en Europe et réinvestir, faire ramener des activités sur ce segment. Est-ce qu'il ne serait pas préférable d'investir sur les secteurs d'avenir, par exemple l'IA, les biotech et d'autres choses sur lesquelles l'Europe a une avance et une possibilité de s'imposer, plutôt que d'éparpiller nos efforts. Et pour avoir une politique européenne industrielle efficace, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une décision centralisée au plan européen pour concentrer les industries, pour effectuer une politique commerciale cohérente et pour avoir des achats publics, une commande publique, pas à 30%, mais à 100%, comme aux États-Unis. Merci. Et ça, c'est quelque chose que les Allemands proposent. Et la France pourrait éventuellement reprendre cette idée. Merci. Merci beaucoup. Christophe Grubler, vous avez une réponse. Après, je demanderai peut-être si quelqu'un, si parmi les panélistes, quelqu'un veut répondre. Pardon. Oui, alors une réponse rapide pour vous dire peut-être que moi je crois beaucoup à la stratégie franco-allemande. Ça me semble être quelque chose de majeur. Quand on s'entend tous les deux, on arrive aussi à poser des choses aux autres pays, ou en tout cas à les convaincre quasiment globalement. Alors la petite difficulté que l'on a, notamment pour la préférence européenne sur les marchés publics, c'est qu'aujourd'hui ce sont les Allemands qui n'en veulent pas. C'est Christian Lindner, le ministre de l'économie allemande, qui nous dit le prix fait tout. Et donc on retient que le critère prix, on ne retient pas le critère de résilience. Et c'est pour ça qu'on est bloqué à 30%. La Commission européenne était en faveur de mon texte qui proposait d'arriver à 100% d'ici à 2035 avec une trajectoire. Il est clair que le producteur de panneaux photovoltaïques qui importe des panneaux chinois, on ne va pas lui demander du jour au lendemain de tout produire chez lui. Donc il peut y avoir un temps d'adaptation, on va dire. Donc si on commence par 30%, dès l'application du règlement, c'est un bon début. Et ce que je voulais vous dire par rapport à la centralisation, les règlements, c'est une bonne façon de centraliser. Les directives, c'est une catastrophe, parce que la directive, elle doit être transposée dans le droit national. Il faut un temps fou. Et le règlement, il s'applique quasiment tout de suite. Dès l'année prochaine, ce règlement sur le Net Zero Industry Act, il s'appliquera. Et le dernier point sur le fait de relocaliser, par exemple, des entreprises en Europe, on ne va pas le faire pour tout. Il faut effectivement faire, comme vous le dites, sur ce qui est stratégique. Ce qui coûte pas cher et qui est produit au bout du monde et qui n'est pas stratégique pour nous, on le laisse. Et tout ce qui est stratégique en industrie, l'énergie, la santé, la défense, par exemple, ou l'alimentation aussi, eh bien, tous ces éléments doivent être pris en compte, effectivement, au niveau européen, et jouer le coup d'avance, et pas seulement essayer de rattraper le coup de retard, bien évidemment, mais tout ça est intégré dans l'Industrial Deal. On va être intégré. Quelqu'un veut répondre autour de... Un exemple, c'est vrai qu'on n'est pas industriel sauf dans un domaine qui sont les batteries. C'est vrai, on a Saft et on a d'ailleurs, comme Total Energy, on est co-investisseur dans ACC avec une usine à Kaiserslautern, il y en a en France, etc. Donc c'est un exemple où on a fait le pari d'une réindustrialisation de l'Europe quand même. Je pense qu'il faut faire un choix, effectivement. Les panneaux solaires, aujourd'hui, si on nous oblige, si on met une barrière, il faut faire attention. Parce que du jour au lendemain, on va ralentir tout le mouvement de renouvelable parce qu'on n'en a pas. Tout simplement, ou trop peu.
en fait, des panneaux. Donc, est-ce qu'il faut relocaliser? Est-ce que c'est, ou alors sur des choses un petit peu peut-être technologiques, un peu plus de la grille PV, des choses comme ça. Enfin, il faut se battre effectivement pour la transformation de notre industrie. Et nous, on se bat pour la transformation de nos raffineries en bio-raffineries, avec des technologies, avec des brevets. Et j'ai fait la découverte que, encore en 2019, on avait 2 fois plus de brevets dans ce domaine, donc des biotech et que les USA, pour fabriquer des SAF, par exemple. Intéressant. Ouais. Quelqu'un va dire, sinon il y a d'autres questions, j'ai vu. Vous voulez ajouter quelque chose, Éric Baudry? Rapidement, il y a simplement 2-3 questions. un commentaire sur la question de la spécialisation par grande filière. Je comprends votre question, elle me paraît sensée. Néanmoins, on a aussi quelques prérogatives par ailleurs, que sont notamment, encore une fois, l'indépendance énergétique et la souveraineté industrielle. Alors dire que demain, à considérer par exemple, que demain, toutes les solutions de production thermodynamique, les pompes à chaleur par exemple, et comme les panneaux solaires, soient exclusivement fabriquées sur la plaque Asie, et que nous ayons en Europe des grands acteurs de l'IA, je pense qu'il y en a aussi côté Amérique du Nord, sur les deux, États-Unis, Canada. Je ne sais pas répondre à la question. En tous les cas, je ne suis pas favorable à cette. Je ne serais pas favorable à cette approche par grande filière de spécialisation, dans la mesure où en Europe, pour ce qui concerne notamment les industries thermiques, il y a aussi un certain nombre d'acteurs. Il y a un savoir-faire. On évoquait tout à l'heure la question mon voisin évoquait tout à l'heure la question des compétences sur le métier des réseaux. Donc nous sommes confrontés à la même contrainte, qui est un manque de compétences, parce que nous faisons les frais de 40 années d'abandon de la filière industrielle française. Il est logique que les filières de formation n'ont pas suivi par ailleurs. Donc c'est une question, je pense que c'est un vrai débat. Je me tourne vers Gilles Rogers, c'est sans doute une matinale à ouvrir sur le sujet, parce que ça me paraît effectivement sensé. De mon point de vue, en tant que représentant d'un groupe industriel et d'un ensemble avec un autre chapeau d'acteurs industriels, notamment de la pompe à chaleur, je ne suis pas favorable à votre approche, mais parlons-en. Madame, une question là, et après il y avait une question de monsieur. Voilà. Question courte, Myrto Trépati, qui s'adresse à monsieur Grudler et également à madame Lebattu et madame Gauthier. Avons-nous ou devrions-nous avoir une stratégie française européenne dans l'hydroélectricité, dans les stations de transfert et de pompage? Merci. Ah ben voilà, vous vouliez en parler, vous allez en parler. Marion Labattu, allez-y. Allez-y. Marion Labattu, après Christophe Grubler. Oui, alors, micro vert. Oui, l'hydroélectricité a été un petit peu le parent pauvre à Bruxelles dans le domaine des énergies renouvelables. Et on a vu beaucoup d'attaques sur cette mandature, par exemple avec des propositions visant à dire que la petite hydraulique n'est pas renouvelable parce que les règles ne sont pas assez contraignantes. Il y a tout un corpus législatif très clair et encadrant sur l'hydraulique, et on est vraiment sur des projets d'hydraulique durable. Donc ce que on a fait ces derniers mois, c'est s'allier avec les 10 plus grands hydrauliciens européens pour créer ce qu'on a appelé la European Hydropower Alliance, avec nos collègues d'Enel, de Verbund, d'Iberdrola, de NBV, et mettre en visibilité, déjà première étape, remettre en visibilité la contribution de l'hydro. L'hydraulique, c'est 12% de l'électricité en Europe. C'est majeur. Ce sont des sources de flexibilité considérables. Il y a aussi du potentiel en France, de l'ordre de 5 gigawatts, mais aussi dans le reste de l'Europe. On est à peu près 30 gigawatts de potentiel en Europe, de développement. Des développements via ce qu'on va appeler du repowering, c'est-à-dire augmenter la puissance de centrales existantes, et également via des projets nouveaux, par exemple, sur des stations de pompage et de turbinage, qui sont des actifs extrêmement important pour la stabilité du réseau dans un système avec beaucoup plus d'énergie intermittente. Donc on a œuvré en ce sens avec des rendez-vous avec les commissaires, etc. Vous aurez peut-être noté que dans la communication 2040 de la Commission, l'hydraulique est mentionnée 2 fois pour sa contribution aux chaînes de valeur industrielles européennes et sa contribution à la décarbonation. C'était une demande de l'Alliance européenne de l'hydraulique. Donc déjà,
faire en sorte que l'hydraulique soit reconnue comme une source renouvelable à part entière et une source flexible, valorisée en tant que telle. C'est vraiment une première étape clé pour nous. Et puis ensuite, avoir un cadre réglementaire au niveau national qui permette aussi de relancer les investissements dans la filière qui, aujourd'hui, ne sont pas possibles. Christophe Grubler, vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là ou pas? Parce qu'il y a encore 2 autres questions. Je sais que Gabriel Gauthier voudrait dire. Allez-y. Écoutez, un mot très rapide, déjà pour m'amuser, parce que j'étais rapporteur sur la directive sur les énergies renouvelables pour mon groupe Renew. Et donc, chez certains écologistes qui étaient les tenants de l'énergie verte, il fallait absolument autoriser tout le petit hydraulique. Et chez les écologistes qui étaient plutôt biodiversité, il fallait les interdire. Donc, en fait, en tant que rapporteur, moi, j'ai fait le choix de mettre le petit hydraulique dedans. Ah, on vous perd un peu. Globalement, l'ensemble de l'hydroélectricité était gisement énorme. Un énorme gisement dans l'hydroélectricité. Et nous l'avons mis en place dans NZIA. L'ensemble des technologies propres de l'hydroélectricité se trouvent dans NZIA. Gabriel Gauthier, rapidement, et après, il y avait une question, monsieur et madame. Monsieur, là. Allez-y, ouais. Gabriel Gauthier, et après, conclusion de Brice Lalonde. Alors, je ne sais pas si ça marche. Non, pour dire, nous, toute la valeur qu'on accorde à l'hydraulique, on pense aussi que c'est quelque chose d'indispensable comme capacité de flexibilité et de stockage. Et donc, dès qu'on peut, on investit dans l'hydraulique. D'ailleurs, on co-investit avec EDF dans l'hydraulique en Afrique. On a un barrage ensemble au Mozambique. Voilà. Monsieur ? Bonjour, Mathieu Osterman, commissaire à l'énergie atomique. Merci pour l'intervention qui était très intéressante. Ma question va abonder dans le sens des questions précédentes sur les enjeux de compétitivité industrielle, notamment vis-à-vis de la Chine. La Chine, en 20 ans, a acquis la maîtrise complète des chaînes de valeur du solaire, de l'éolien. Elle a une industrie nucléaire très dynamique. Elle gère entièrement le raffinage, ce sont des matières critiques. Bon, je pense que je vais vous apprendre rien. Et elle a acquis, du coup, en 20 ans, une immense avance. Est-ce qu'il ne serait pas temps, en tant qu'Européens, de montrer un peu les dents vis-à-vis de la Chine, de rattraper notre retard en utilisant un peu les mêmes outils qu'elle, les joint ventures, le transfert de technologies. Par exemple, quand une entreprise comme BYD qui arrive en Hongrie, est-ce qu'il ne serait pas temps de rattraper ce retard pour nous mettre à niveau, car c'est un enjeu de souveraineté technologique absolument majeur. Merci beaucoup. Qui répond? Christophe Grubler, vous voulez rappeler des réponses courtes à tout le monde? Après, vous me dites. Allez-y, Christophe Grubler. Si vous m'entendez bien, moyennement, mais je suis désolé, ça passe plus, je ne sais pas pourquoi. Mais toujours est-il que vis-à-vis de la Chine, on est extrêmement vigilant. On vient d'empêcher une réponse d'un appel d'offres en Bulgarie où sur les trains, on n'est pas sur l'énergie, mais CRCC avait subitement baissé de moitié son appel d'offres à cause de subventions chinoises massives. Le gouvernement chinois investit massivement dedans, donc il faut qu'on ait mis en place ce qu'on appelle la compétition équitable. Et simplement, vous précisez, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Vous m'entendez encore? Donc simplement vous précisez que je suis favorable au transfert de technologie à l'envers. C'est-à-dire que nous, les Européens, on a donné aux Chinois des technologies N-1, ils sont maintenant au N+1, donc à nous aussi peut-être de récupérer du N-1 dans certaines conditions, et de récupérer le brevet N+1 que nous aurons. Gabriel Gauthier, juste un mot. J'ai passé 20 ans dans les télécoms et je pense que dans l'énergie, on a depuis que j'y suis beaucoup moins de naïveté. C'est-à-dire que l'Europe a appris. Dans les télécoms, moi j'ai vécu la destruction totale de l'industrie western, c'est-à-dire américaine et européenne, Alcatel, Nokia, Nortel, etc., via l'Afrique. On les a laissés rentrer en Afrique et ils ne jouaient absolument pas avec les mêmes règles, ni d'aide d'État, ni de. Moi, je voyais des charters de prisonniers de droit commun construire des réseaux de télécom en Afrique. Hein, donc je l'ai vu. Voilà. Et donc après, ils se faisaient les dents et ils ont envahi. Ils sont devenus très bons, parce qu'ils sont une excellente technologie. Et je pense que là, on en parle beaucoup plus. Jamais on n'aurait pu avoir ces discussions-là il y a 10 ans. Enfin, dans les télécoms, on se faisait incendier à Bruxelles. Et ici, quand on osait parler de mettre de quelconque level playing field. Et je pense qu'on est beaucoup moins, et ça on peut le mettre au crédit de nos élus et de l'Europe et de nos dirigeants, on est beaucoup moins naïfs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Transfert de la technologie à l'envers. On est parti tard dans la prise de conscience, notamment sur les chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'ils ont déjà acheté des mines au Canada, partout. Ils ont remonté la chaîne de valeur très en amont. Déjà, il y a déjà 10 ans, 15 ans. Et tout d'un coup, nous, on arrive avec 10-15 ans. Bon.
que ce qu'on peut faire maintenant. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut essayer de faire là où on est. Mais voilà. Merci. Madame, dernière question. Oui, merci. Alice Franz, Union française de l'électricité. On a beaucoup parlé de l'industrie. À l'approche des élections européennes, se pose la question du citoyen. Quand a été présenté le Green Deal, un des maîtres mots du vice-président Timmermans, c'était une transition juste. La question de l'acceptation sociale. Pensez-vous que le Green Deal a répondu à cet objectif ou faut-il en faire davantage? Merci. C'était un peu le fil rouge de cette journée, effectivement, c'est le point clé. Christophe Grubler, une réponse sur cette acceptabilité. Il est clair que tout ce qu'on doit faire doit pouvoir garantir les prix les plus bas possibles, les plus proches d'ailleurs des coûts de production, et puis aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que si pour les gens le prix sont bas, mais qu'il n'y a pas accessibilité de leurs ressources, autrement dit, si on les met dans le noir le soir à 18h, parce que tout le monde tire sur le réseau, et qui sont ni chauffés ni éclairés, on aura aussi des problèmes. Donc, pour l'acceptabilité des gens, il faut la quantité et il faut le prix. C'est ce qu'on a fait, alors évidemment, avec le Green Deal, mais il n'y a pas que le Green Deal non plus. On a travaillé très dur, notamment sur la réforme du marché européen de l'électricité, dont il est vital que la France reste membre. J'entendais dire un certain nombre de choses, et même de partis politiques, qui proposaient de sortir du marché européen de l'électricité. Ce serait la plus grosse des bêtises à faire. On a besoin de temps en temps d'importer de l'électricité, on a besoin aussi d'exporter dans d'autres pays européens. Et puis, grâce au contrat de long terme, on a réussi aussi à empêcher que tout dépende des marchés spot avec des prix qui explosent. Donc, on travaille vraiment et on va continuer à le faire sur ces prix bas. Quelqu'un autour de cette table ronde veut ajouter quelque chose? Rappelez que pour l'acceptation et maîtriser donc les factures, c'est tout ce qui a été mis en œuvre au titre de l'efficacité énergétique. J'évoquais la maîtrise de ces consommations grâce au compteur Linky. Et c'est aussi toute la démarche de planification, investir au bon moment, au bon endroit, en planifiant. Et ça, la Commission, à travers plusieurs démarches, nous encourage à le faire. C'est pour une dépense juste, appropriée, et en utilisant tous les leviers, y compris les plus modernes de la numérisation, des flexibilités, etc. Ça s'inscrit dans un effort de modernité, de sobriété, pour à la fin ne pas être dispendieux. On va voir le TS2 sur le bâtiment et le transport, qui vont rechérir le coût de la voiture électrique et tout ça. Ce qu'il faut, c'est recycler ces moyens nouveaux, parce que comment est-ce qu'on va financer ça, effectivement. Là, il y a des recettes publiques, il faut qu'ils soient fléchés vers, en tout cas, probablement les ménages les plus modestes, mais vers des choses de long terme, achat de voitures électriques, plutôt que sur des chèques carburant court terme. Voilà. Donc, recyclage de l'argent qui sera récolté grâce au marché du carbone, notamment ETS2, vers ce soutien à cette affordabilité. On a vu que le succès du leasing social a été coupé net. Marion Labattu. Je pense effectivement qu'avoir une approche de la transition au moindre coût, donc vraiment de regarder où on met les différentes technologies en fonction du coût, c'est absolument clé. Par exemple, je pense que ça fait plus sens d'électrifier les voitures électriques, les voitures, que d'aller mettre des e-fuels dedans en première approche et en termes de coût. Il y a aussi, quand je parlais de prix du carbone, en fait, un prix du carbone, ça permet de diriger des investissements de façon économique et donc d'avoir à la fin un coût du système qui est moins élevé aussi pour les consommateurs. Et donc des revenus également de ces marchés du carbone qui doivent être réinvestis de façon très intelligente dans l'industrie et dans l'aide aux consommateurs, comme le disait Gabriel. Mais je pense que cette transition ne pourra pas se faire sans une forte acceptabilité sociale et on a vraiment un effort collectif à l'occasion des élections européennes d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer ce que fait Bruxelles, pourquoi c'est pertinent et pourquoi ça va aussi renforcer la compétitivité de l'Europe, ramener des emplois et nous permettre d'être compétitifs sur les technologies de la transition. Vous avez raison, c'est ça qu'il faut démontrer, c'est le lien en fait, que souvent les gens ne perçoivent pas. Éric Baudry, un mot et après le dernier mot, c'est Brice Lalonde qui l'aura. Juste un mot sur la question de l'acceptabilité, c'est en lien avec l'innovation, les réseaux et le pilotage interréseau intelligent des réseaux. On parle du compteur Linky, mais il y a d'autres opérateurs à travers l'Europe qui utilisent aussi des compteurs intelligents. Je pense que c'est pas un gros mot si on le dit comme ça. Simplement préciser le fait que ce qui concerne les occupants, les propriétaires de ces logements, il existe aujourd'hui un certain nombre d'équipements
électriques qui embarquent des fonctions de gestion d'effacement, qui savent intégrer, qui ont suffisamment d'intelligence pour mesurer à la fois la température des bâtiments, les températures extérieures, le niveau d'occupation des logements, et qui ont la capacité à s'effacer, ce qui devient aussi un enjeu chez l'ensemble des opérateurs énergéticiens. Merci beaucoup. Merci Christophe Grubler d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir éclairés